vont les acheter sur le marché noir et c'est vendu par l'espace d'Aran. Donc, un, ils payent plus cher et deux, ça profite au réseau proche du régime. Donc c'est aussi la position française, occidentale, qui consiste à dire qu'il faut des sanctions plus lourdes, il faut qu'il y ait une forme d'unanimité sur le fait d'infliger des sanctions à l'Iran. Est-ce que ça peut se faire avec des puissances comme la Russie, la Chine? Ben oui, mais si vous voulez, moi j'étais à une réunion récemment, autour de la table, il y avait 30 personnes spécialiste de l'Iran et un représentant de la Commission européenne, il n'y avait pas une seule personne qui reconnaissait l'efficacité des sanctions. Donc, si vous voulez, je pense qu'il serait bon quand même que, je ne sais pas, si vous voulez, on veut bien répéter la même chose, mais enfin, moi, ça fait un certain temps que j'entends tous les experts qui connaissent l'Iran dire que ces sanctions ne marchent pas, que dire négocier avec l'Iran, ça ne veut pas dire être gentil avec l'Iran. Mais cette situation, cette posture, moi, je trouve que c'est plutôt une posture qui consiste à dire, vous faites ce qu'on vous dit. Et en plus, on ne sait même plus ce qu'on veut, vraiment ce qu'on leur demande, puisqu'ils ont le droit d'enrichir de l'uranium. Alors, est-ce qu'on leur demande d'arrêter d'enrichir de l'uranium? Est-ce qu'on leur demande d'éclaircir des choses? Si vous voulez, on ne sait même plus vraiment ce qu'on leur demande. Donc cette posture de vous faites ce qu'on vous dit, sinon des sanctions et tout ça, je pense qu'avec l'Iran, et surtout avec le régime actuel, ça ne marchera jamais. Donc il serait bien de... Qu'est-ce qui marcherait alors? Moi, je pense qu'il faut, je pense que ça a été déjà dit, des négociations, mais pas des négociations. Mais ça a été entamé à un moment donné. Oui, mais ça n'a jamais été. Écoutez, je veux dire, on a quand même eu un grand show de marketing de la part des États-Unis. On dit qu'on tendu la main, que Barack Obama il a souhaité la nouvelle année en persan, etc. Et c'est vrai que les événements de 2009, qui ont été importants en Iran, l'ont conduit à complètement revenir en arrière et à pas vraiment négocier avec l'Iran, parce que je pense que derrière la question du nucléaire, c'est pas que le nucléaire qui est en jeu. Bien sûr. Je veux dire, il faudrait que l'Union européenne y pense. C'est la question des relations de l'Iran et les États-Unis et Israël. Donc c'est derrière ça qui est en jeu. Donc c'est vrai, il faudrait aussi que l'Union européenne réfléchisse à ses propres intérêts dans cette affaire. Azadekian. Moi, je pense pour ma part que la seule solution est d'aller vers un Moyen-Orient sans armes atomiques. C'est-à-dire non seulement demander à l'Iran de ne pas poursuivre son programme, mais demander à Israël, qui a la bombe, de se démilitariser, demander également, si on comprend aussi le Pakistan et l'Inde dans la région, de faire ces genres de concessions. On ne peut pas demander à un pays, un seul, l'Iran, enfin on peut demander, mais on voit que ça n'a pas été efficace, de ne pas poursuivre son programme. Tous ceux qui ont signé le traité de non-prolifération sont censés ne pas aller dans le sens d'un programme nucléaire militaire. Tout à fait, mais en même temps, on sait que dans cette région, il y a au moins 3 pays qui ont déjà la bombe. Et pour ma part, je pense que les Iraniens n'accepteraient jamais de ne plus poursuivre leur programme nucléaire, alors même qu'on ne fait absolument aucune pression sur, par exemple, Israël pour se démilitariser. Donc, est-ce que, par exemple, l'organisation d'une conférence internationale allant dans ce sens-là ne peut pas être plus efficace que des sanctions qui visent, on le sait, la population iranienne? L'efficacité des conférences internationales est toute relative également. Conférences internationales avec quand même un but, à savoir la démilitarisation de l'ensemble de la région, pas seulement un pays. Alors, ça c'est peut-être le scénario optimiste. Il y en a un autre, François Nicolo, qui est celui que si l'Iran, à terme, et qu'il y a une espèce de consensus, en tout cas une neutralisation de la capacité d'intervention d'autres États, que les autres puissances environnantes, les pays du Golfe et d'autres pays, décident eux aussi de lancer un programme militaire pour obtenir la bombe nucléaire. On se retrouverait dans une région où la concurrence vers le nucléaire militaire existerait. En effet, c'est un vrai risque, mais c'est un vrai risque qui ne se pose pas encore. Mais il est vrai que si l'Iran avait la bombe, si l'Iran effectivement avait la bombe, il y aura la tentation dans un certain nombre de pays de se lancer également dans la course à la bombe. On pense assez aisément à l'Égypte, on pense à l'Arabie saoudite, qui y a déjà songé, et puis alors on pense à la Turquie. La Turquie, si elle n'est pas à cette époque-là entrée dans l'Union européenne, aura du mal à supporter qu'un pays aussi puissant que l'Iran à ses portes et la bombe, et elle ne l'est pas. Donc on va se retrouver avec un Moyen-Orient avec 5 ou 6 puissances nucléaires. Alors c'est déjà l'Europe, la zone atlantique était compliqué à gérer quand il y avait 2 grandes puissances nucléaires, puis 2 ou 3 petites, là. Mais là, avec un Moyen-Orient déjà assez... assez dangereux, disons. Oui. Et en plus, on imagine là-dessus 5 ou 6 puissances nucléaires. Là, vraiment, on ne sait pas où on va. Thierry Coville. Oui, je voulais te perdre 3 points. C'est quand même assez incroyable que la situation actuelle, un pays qui n'est pas signé le traité de non-prolifération, donc un programme, on pense qu'ils ont entre 100 et 300 ogives nucléaires, donc Israël. Alors on dit, ceux qui défendent ce programme disent oui, ils n'ont pas signé le TNP, donc ils ont le droit
ça ne tient pas la route. Non, mais on l'entend, cette réflexion. Ils n'ont pas signé le TNP, donc ils ont le droit d'avoir un programme nucléaire militaire. Juridiquement, ça peut se tenir. Non. Je veux dire, je pense qu'il y a un déséquilibre stratégique. Je veux dire, regardez ce qu'on a dit sur les États-Unis quand ils n'ont pas signé Kyoto. Je veux dire, on ne peut pas dire qu'on les ait loupés. Donc là, Israël, ils n'ont pas signé. Non, mais il y a une inégalité de fait par rapport au TNP, puisque tous ceux qui avaient la bombe avant le TNP ne sont pas tenus de ne plus l'avoir, et ceux qui ont signé le TNP ne peuvent pas l'avoir. Oui, mais je veux dire, un pays qui n'a pas signé le TNP, qui a l'arme atomique, et qui menace d'attaquer un pays dont on ne sait pas s'il va véritablement transformer son programme, qui a le droit d'enrichir. Alors, on ne sait pas, sur le on ne sait pas, il y a probablement des doutes, mais sur en tout cas les déclarations politiques claires du régime, il n'y a pas de doute concernant la menace contre Israël. Ah ben je pense que, si vous voulez, moi j'écrivais récemment, quand on veut faire peur au sujet de l'Iran, il suffit de faire un éditorial. Oui. Vous remarquerez, c'est assez marrant sur le plan c'est pas l'éditorial qui non mais je veux dire, on met bombe, généralement on met bombe, et en dessous, la ligne d'après, on met Ahmadinejad. Premièrement, on ne sait pas si l'Iran va véritablement faire la bombe atomique, parce que il faudrait rappeler quand même aux gens qu'il faudra qu'ils utilisent l'uranium enrichi pour le faire. L'uranium enrichi, pour l'instant, est contrôlé par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Qui dit elle-même qu'on a des doutes sur le programme nucléaire. Attention, si on veut rentrer dans le détail, on peut rentrer dans le détail. Il y a quand même un ordinateur. Moi, je veux bien que les Iraniens soient bêtes. Mais enfin, qu'ils soient bêtes au point d'avoir laissé un ordinateur traîner dans le coin avec 1000 pages qui expliquent tout en détail la militarisation de leur programme. Moi, j'ai entendu... Alors, ça serait une vaste manipulation. J'ai entendu la version iranienne. Si vous voulez, j'aimerais bien qu'on m'explique, si vous voulez, moi, bêtement, tout citoyen normal, comment ça se fait que les Iraniens aient laissé traîner un ordinateur avec toutes les preuves de la militarisation de leur programme, qui est quand même inclus et qui est la base de ce rapport qui a été soi-disant vérifié. Mais je veux dire, donc il serait comment bien on a trouvé ce rapport Comment on a trouvé ces pages, cet ordinateur avec ces... si vous voulez, c'est assez mystérieux. Soi-disant, un officiel iranien l'aurait laissé, je ne sais plus où. Mais en même temps, tous les rapports, excusez-moi, mais tous les rapports sur lesquels on se fonde pour expliquer ce programme nucléaire sont, et vous l'avez vu dans le reportage, des comptes rendus de services secrets occidentaux. Oui, mais je veux dire, honnêtement, c'est pas parce que les services secrets disent quelque chose que c'est vrai. Je veux dire, on le sait depuis un moment. Oui, on le sait, mais en même temps, ce que je pense que ce qu'on doit admettre, c'est que l'Iran souhaiterait quand même parvenir au seuil de nucléaire, afin, à mon sens, de pouvoir à ce moment-là négocier sérieusement avec les puissances occidentales, à commencer par les États-Unis. Aujourd'hui, ils ne pourront pas négocier parce que ils n'ont pas... justement, l'ensemble des dossiers qui fâchent, notamment des dossiers de contentieux, je veux dire, entre l'Iran et les États-Unis. Les Iraniens aujourd'hui, le régime iranien aujourd'hui, on ne peut pas le résoudre sans passer par le nucléaire, ça. Non, parce que le régime islamique ne pourra pas négocier sérieusement avec les États-Unis afin de dissiper les sujets qui fâchent dans une position de faiblesse. Et le seul moment où ils se sentiraient dans une position de force, c'est quand ils seraient arrivés au seuil de nucléaire. À mon sens, c'est ça qui est en train de se passer. Ils ne veulent pas nécessairement avoir la bombe, mais ils veulent avoir la technologie afin de dire, écoutez, nous, on peut le faire. Ça sanctuarise, nous n'oublions pas, le régime et aussi les territoires. Et c'est à partir de là qu'ils pourront accepter d'entrer en négociation. Alors, tous azimuts, puisque, comme disait Thierry, il n'y a pas que le nucléaire, il y a énormément d'autres dossiers qui nécessitent quand même des négociations sérieuses. Aujourd'hui, les Iraniens ne le feraient pas. Et la dernière fois où l'Iran a négocié en position de force vis-à-vis des Américains, il y avait des otages à l'ambassade américaine à Téhéran. C'était la dernière fois où il y avait en position de force. Ensuite, donc ils cherchent à être en position de force, vous dites. Premièrement. Deuxièmement, il y a le cas d'Israël. Israël aujourd'hui, le nombre d'ogives, il y a les gens les plus prudents disent 75 têtes ou 200, peu importe, mais toujours est-il. Bon. Israël est dans une logique de déni de grossesse. Et c'est une image dont je vous laisse la responsabilité. Déni de grossesse, on n'a pas de bombe. Donc ça donne une prime à la désobéissance. Et ils veulent pas, on ne va pas les entraîner dans une négociation globale. Donc qu'est-ce qu'il faudrait ? Il faudrait une négociation forme d'un dialogue avec un Iran légèrement en position de force. La question de fond, aujourd'hui, l'Iran, pays gazier, pays pétrolier, pourquoi a-t-il besoin
de ce nucléaire, parce qu'on l'a privé de technologie d'exploitation, il n'y a pas de train de GNL, il n'y a pas. Donc maintenant, c'est une négociation plus globale pour avoir sa propre sécurité énergétique. Thierry Coville. Je vais simplement rappeler un fait quand même qui est intéressant, parce que j'ai écouté le nouveau ministre de la Défense lors d'une conférence du Brésil, ancien ministre des Affaires étrangères, qui a quand même rappelé qu'avec le Turquie, ils avaient obtenu un accord. Donc on nous explique qu'on ne peut pas négocier avec l'Iran. Eux, ils avaient obtenu un accord avec l'Iran. Donc c'était mai 2010, je crois. Et il a conclu en disant « J'ai l'impression que ce qu'on nous a reproché, c'est surtout d'avoir réussi. » Donc ce serait, si vous voulez, c'est intéressant quand même. Hein. Le Brésil et la Turquie avaient conclu un accord avec l'Iran. Et juste après, les pays occidentaux ont rajouté des sanctions. Donc on peut même se poser quelquefois la question, est-ce qu'on veut vraiment régler le problème ? Alors justement, vous parliez d'Ofer Barahmi d'Israël et des réactions de la population suite à la publication de ce rapport. Alors, tiraillement, faut-il ou non frapper l'Iran? Regardez. Israël a fortement militarisé le ton sur le nucléaire iranien. Le président Shimon Peres a affirmé que la possibilité d'une attaque contre l'Iran était plus proche que l'option diplomatique. Convaincu que l'AIEA a la preuve que les Iraniens sont à 1 an de posséder l'arme atomique, il officialisait ainsi les rumeurs sur le débat en cours au sein du gouvernement entre opposants et partisans d'une frappe contre les installations iraniennes. Les fuites dans la presse sur l'hypothèse d'une action préventive avaient provoqué la colère du Premier ministre et entraîné un démenti sans conviction du ministre de la Défense. Nous croyons fortement que les sanctions peuvent être effectives si elles sont réduites et suffisamment paralysantes, que la diplomatie peut agir si elle est synchronisée entre les principaux acteurs, mais aucune option ne peut être retirée de la table. La perspective d'une telle frappe a semblé toutefois suffisamment crédible pour susciter des oppositions à une action dont les retombées restent difficiles à évaluer. De son côté, la Russie, par la voix de son chef de la diplomatie, a fait savoir qu'une attaque contre l'Iran serait une grave erreur, aux conséquences imprévisibles. François Nicolo, l'attaque est-elle aujourd'hui une option sérieuse? Elle est sur la table, effectivement. D'abord, les états-majors, par définition, sont des gens qui sont payés pour faire des plans. Oui. Et de les mettre dans les tiroirs et de les ressortir à la demande du pouvoir politique. Il n'y avait pas de plan très ancien pour la Libye, par exemple, et puis ça s'est fait très rapidement. Il y avait certaines choses. Il y avait certaines choses. Mais oui. Aller plus loin. C'était prévu à l'avance, cette histoire d'attaque de... Non, mais il y avait quand même des éléments dans les tiroirs. Les militaires sont des gens très prudents qui avancent pas à pas, souvent beaucoup plus prudents que les civils. Et donc, ils accumulent de l'information et ils sont capables de sortir effectivement les bons dossiers. Donc, ceci pour dire, pour aller vite, qu'effectivement, je suis absolument persuadé qu'aux États-Unis, en Israël et même en Grande-Bretagne, peut-être même en France, il y a un dossier. En Grande-Bretagne, ils ont fait il y a un dossier. Le Guardian a révélé qu'il y avait des exercices militaires particulièrement destinés à une attaque conjointe avec les États-Unis. Donc il y a des dossiers dans les tiroirs des états-majors, mais ça on ne peut pas le reprocher, c'est leur travail. Ensuite, il y a la volonté politique, et là on entre effectivement dans une autre dimension. On a vu monter... Il y a des scénarios qui peuvent rester un peu, parce qu'ils sont militaires justement confidentiels. Or, dans la presse, dans les médias internationaux, on parle de manière régulière de cette possibilité de frappe contre l'Iran. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est un des éléments du jeu. Et cette rumeur, comme ça, au sujet des frappes, qui monte et qui descend, mais qui aussi, effectivement, depuis une bonne dizaine d'années. Est-ce que c'est une préparation de l'opinion à une frappe réelle, ou est-ce que c'est aussi manier le chaud et le froid pour obtenir des concessions de part et d'autre? Mon général, vous savez, comme on dit dans l'armée, là. Un peu des deux. L'armée est en cause. Ça, c'est comme ça. Azad Ekian. Oui, tout à fait. Je pense que c'est à la fois pour préparer l'opinion publique internationale et d'autre part, faire peur au régime iranien et également faire ce pourquoi ils sont payés. Hein. Donc, l'ensemble. Mais écoutez, moi, je pense pour ma part que dans tout ce qu'on était en train de dire, hein, on oublie souvent qu'en Iran, il y a une réelle, véritable société civile. Que cette société civile a essayé quand même s'est organisée en mouvement, à tenter d'introduire un certain nombre de changements, y compris sur la façon dont on regarde le nucléaire. Alors, cette société civile n'a pas été, bien évidemment, soutenue. Je pense que l'une des clés, peut-être
une société civile de plus en plus forte en Iran afin de cette façon-là contraindre les dirigeants actuels de trouver une solution aussi au dossier du nucléaire iranien. Mais cette société civile ne s'est pas tellement fait entendre en dehors de l'Iran, puisque on parlait des médias à l'instant, c'est toujours le même discours sur cette menace iranienne, nucléaire, sur le régime iranien. Que fait cette société civile? Cette société civile, pour le moment, est frappée par des sanctions internationales. C'est une société civile